Bonjour, heureux de vous accueillir, chers amis, dans cet autre instant culturel, pour passer en revue un ouvrage qui s'intitule Haute performance, la clé du succès en affaires. Un ouvrage de son auteur Charles Garfield, chez les éditions Tendance Actuelle, L'Expansion Hachette. Une préface d'Alain Chevalier. La traduction de l'anglais de cet ouvrage a été effectuée par Sylvie Delattre. Alors, en guise d'abstract, l'auteur nous livre un petit peu c'est quoi le secret de la performance en affaires. Alors, pour lui, c'est un ensemble de prouesses accomplies de façon quasi permanente par des hommes et des femmes au sein de leur milieu de travail. Les uns et les autres sont des héros de tous les jours, ayant trouvé le moyen de faire plus et mieux. Qui sont-ils et comment font-ils? Ils sont de tout âge, des deux sexes et travaillent dans tous les secteurs. Ce qu'ils ont en commun est d'avoir compris qu'on ne n'est pas champion de la performance, on le devient. Nous pourrions tous être donc comme eux. Pendant 18 ans, l'auteur a recherché à identifier les secrets, les qualités et les stratégies de plus de 1500 individus hyper performants qu'il a essayé de présenter leur expérience, leur vécu, leurs secrets dans cet ouvrage justement. La clé de leur succès est l'épanouissement chez eux de ce que Goethe appelait le génie, la puissance et la magie. Donc ça ressort de l'immatériel, ça relève de l'immatériel, qui réside justement en nous. Charles Garfield est considéré comme l'une des autorités mondiales dans le domaine de la haute performance, de la recherche dans ses secrets, notamment dans le monde des affaires. Il est mathématicien, il est ingénieur en informatique, il est docteur en philosophie, il est l'auteur de nombreux ouvrages et continue en Californie les recherches entreprises pour cet ouvrage et d'autres ouvrages similaires dans le domaine des affaires et de l'entrepreneuriat. En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre les champions de la performance et les autres? Eh bien, bien moindre qu'on ne le pense. Bon, c'est des choses beaucoup plus simples qu'on pourrait le penser. Alors, la prospérité et l'efficacité croissante de l'industrie de la formation aux États-Unis nous montre une perspective intéressante. Ils sont des millions qui commencent à croire, et nous, tous les champions de la performance le confirment, que le fossé peut être comblé, qu'on peut apprendre à atteindre les sommets de la performance. Les exemples que nous avons choisis nous confirment que ce qui différencie les individus des autres, plutôt les performances des autres, comme le dit la phrase mémorable l'anthropologue Gregory Bateson, c'est la différence qui existe ou qui fait une différence. Vivre et travailler à un autre niveau maximum marque la différence non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre environnement professionnel, communautaire, familial, etc. Mais pourtant, les efforts pour optimiser cette tendance restent souvent trop peu ambitieux. Depuis Maslow, le concept d'épanouissement maximal est souvent dénaturé et devient une notion étriquée de perfectionnement. On surimpose grossièrement les techniques sur la bonne vieille nature telle qu'elle est. Un peu de planification par-ci, un peu d'organisation du temps par-là, tandis que l'on néglige d'exploiter les talents naturels, l'information, l'effervescence constructive et l'ego préexistant. Selon l'auteur, l'observation a permis de remarquer que les plus performants organisent leur action pour obtenir des résultats. D'abord en tant qu'individu, où ils visualisent et expriment un projet clair
qui sera suivi d'un plan d'action comprenant des objectifs spécifiques. L'auteur évoque également un volet très important dans la gestion des affaires et qui a trait au style de travail. Ainsi, les gens attirés par le magnétisme les plus performants s'investissent eux aussi dans la réussite. Donc c'est une question d'échange, de magnétisme échangé. Rosa Vetmos Quinter, professeur de sociologie d'organisation et de management à Yale, appelle ces hommes chargés de magnétisme de maîtres, ou plutôt les maîtres de changement. Il explicite sa pensée lorsqu'il écrit de leurs résultats sont issus d'un style de travail qui privilégie à la fois la persuasion plus que l'autorité, bien que les cadres fassent parfois appel au dernier recours à la menace, aux ordres directs ou à la pression venant d'au-dessus. Un autre élément, la constitution des équipes et de groupes d'intervention ou de travail et de comités, les réunions régulières avec le personnel, partage inconditionnel de l'information, les sessions périodiques de créativité et d'échange et de propositions. Et puis, la recherche d'apports extérieurs, au désirata des usagers, c'est-à-dire s'attendre à ce que les clients, ce que les gens de l'extérieur de l'organisation attendent de celle-ci. Il faut aussi être à l'écoute de leurs suggestions, de leurs propositions, de leurs attentes, et des subordonnés aussi, et des collègues. Autre élément, la démonstration d'une sensibilité aux intérêts d'autrui à l'enjeu que représente le projet. Parce que le projet, normalement, il a plusieurs partenaires. Et tous ces partenaires doivent exprimer leurs attentes. Et les gestionnaires du projet doivent être aussi attentifs aux attentes des autres. Et en dernier ressort, la capacité, comme style de travail, avoir la capacité de partager de plein gré récompense, reconnaissance, esprit d'appartenance. Merci de votre attention.